Amandine parlait justement du végétal, transition toute trouvée pour inviter les deux entrepreneurs qu'on a invités sur scène pour cette prochaine séquence, comment se faire une place en rayon et dans le cœur des Français ou dans leur panier. Emmanuel Breillet, cofondateur de Harry & Co, et Samuel Gibelin, cofondateur de Bu Bouillon. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Vous avez tous les deux lancé, avec succès en l'occurrence, il aurait pu y avoir quelqu'un qui n'a pas réussi, de nouvelles marques, de nouvelles références dans le paysage. Peut-être en guise d'introduction, justement, pour continuer à parler d'audace et de curiosité, à quel point est-ce que c'est nécessaire d'être très audacieux quand on arrive avec une nouvelle proposition? Est-ce que c'est un peu un prérequis pour aller frapper à la porte des distributeurs ou pour trouver une place justement dans le quotidien de tout un chacun? Qui veut commencer? Samuel, il regarde. Qu'en dis-tu, Samuel? Alors moi, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. En tout cas, cette règle ne s'applique pas à tout le monde parce qu'il y a tellement de produits et de marques qui sont des MeToo et des énièmes, etc. Mais en l'occurrence, si on va un peu plus loin que ça, je pense qu'il faut quand même un peu d'audace et de curiosité pour repérer les choses qu'on a envie de faire à sa façon. Et l'intérêt, pour moi, c'est d'arriver à le faire comme on le sent et comme on le veut. Et puis, nous, de notre côté, en ce qui concerne les bouillons, on a, pour le coup, pas fait comme grand monde parce que ça n'existait pas. Donc, voilà, mais c'était notre souhait de faire quelque chose qui n'existait pas et de ne pas faire des biscuits ou un jus ou autre. C'était l'innovation. Voilà, donc je pense qu'il faut, c'est pas une règle absolue, mais en tout cas, je pense qu'il en faut de toute façon pour le faire comme on veut. Et après, on peut pousser le curseur un peu plus loin. C'est ce que nous, on avait voulu faire. Voilà. J'ai dit bu bouillon à la française, mais c'est vrai qu'il y a le petit accent à l'espagnol qui, en fait, voudrait dire bout. Ouais, alors c'est pas une tilde, mais c'est plus une volute de fumée, parce que le bouillon se boit chaud. Mais du coup, ça a créé pas mal de débats et de questionnements quand on faisait des animations. C'était amusant. Voilà. Bu ou bout. Emmanuel, par rapport à cette notion du coup... Il faut de la singularité, ça il me semble nécessaire. Il faut quand même se distinguer, parce que les rayons sont pleins de produits. Et quand on arrive avec un nouveau produit de grande consommation, il faut qu'il se distingue, qu'il soit différent de ce qui existe en partie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui. Quand on sort un produit, il faut plus d'engagement. Le monde change et les entreprises de demain seront des entreprises plus engagées qui répondent aux enjeux du réchauffement climatique. Et nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a construit aussi notre offre, en étant plus engagés que ce qui existe. Et ça me semble important, engagé à plein de niveaux, socialement engagé auprès des fournisseurs, mais aussi avoir des aliments qui soient plus durables. D'autant que finalement, vous, Harry & Co, vous êtes une alternative aussi à la consommation de viande. En tout cas, vous proposez de miser sur les légumineuses pour trouver l'apport en protéines nécessaire. On voit beaucoup d'alternatives aujourd'hui se lancer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre visibilité, votre spécificité? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive justement à émerger dans ces offres-là? Alors Nicolas Duciel, en introduction, a bien présenté tout ça, a expliqué comment était structuré le marché du végétal aujourd'hui. Alors pour nous, c'est essentiel, et notre mission, c'est d'aider les gens à manger plus végétal, que demain, on mange moins de viande et on mange plus de végétal. Et nous, ça passe vraiment par la cuisine végétarienne. On ne veut pas uniquement faire des alternatives à la viande, on veut amener cette nouvelle cuisine qui, demain, sera au cœur des assiettes, la rendre accessible en fait à tout le monde. Donc on croit beaucoup dans les légumineuses, en fait, des vrais produits. On transforme des vraies matières premières pour en faire, voilà, ce qu'on voit ici, des galettes, des boulettes, mais aussi des plats cuisinés. On met en avant le dalle de lentilles, on met en avant un couscous végétarien, voilà, des vrais produits. On croit beaucoup, en fait. Le végétal, on ne se rend pas compte encore à quel point ça va changer les assiettes. Et nous, on veut tout simplement montrer que c'est une cuisine qui est gourmande, qui est colorée, qui donne envie, et qui n'est pas une cuisine punitive. Prendre les gens aussi par la main en leur montrant comment exploiter ces ingrédients. D'ailleurs, vous étiez trophée d'innovation au CIAL il y a quelques années. En 2016, ça remonte un peu. Ouais. 2016. Est-ce que l'audace est une attente, ou l'innovation, une attente plus forte de la part des distributeurs ou des consommateurs, d'après vous, Samuel?
Alors, je vais faire une réponse, comme tout à l'heure, un peu mitigée. Ça dépend des distributeurs et ça dépend des consommateurs. Pour notre expérience personnelle, sur les distributeurs, assez étonnamment, les distributeurs bio étaient pas du tout audacieux quand on a démarré. Ils trouvaient qu'il n'y avait peut-être pas assez de foin ou de nappe à carreaux dans nos produits, nos visuels, que c'était trop premium, trop joli, trop propre. Et de l'autre côté, les distributeurs conventionnels, on fait des produits bio, nous, les distributeurs conventionnels, ont sauté le pas assez vite. Pas tous, mais en tout cas pour certains assez vite et sans grande difficulté ou avoir besoin qu'on leur explique 1000 fois pourquoi c'était bien de nous référencer. Voilà. Et pour les consommateurs, ça dépend aussi de l'endroit où on commercialise, de qui on touche. C'est sûr que quand on est dans une épicerie fine, prestigieuse à Paris, avec des gens qui n'ont pas vraiment de problème de pouvoir d'achat pour un produit premium comme le nôtre, c'est important. Et du coup, qui ont soif de curiosité, d'audace et de découvrir des choses, tant mieux. C'est un peu plus compliqué quand on est au Carrefour Market de Sucy-en-Brie, forcément. Parce qu'il y a moins d'éducation, que c'est pas non plus le même rayon, que on peut faire des animations à certains endroits et à d'autres c'est plus compliqué. Enfin voilà. Donc je dirais que globalement, j'ai l'impression que les consommateurs seraient à même d'être plus curieux si les distributeurs jouaient le jeu et donnaient plus de place aux innovations et qui ont du sens dans l'alimentaire aujourd'hui et demain. Emmanuel, vous partagez le point de vue ? Oui, je partage ce point de vue. Je pense quand même qu'il y a aussi des grosses prises de conscience du consommateur qui se sont faites ces dernières années. Nous, quand on a commencé en 2016, le végétal existait, la catégorie végétale, mais les gens ne se sentaient pas concernés. Il y a eu d'énormes changements en fait, sur ces sujets qui ont eu des répercussions un peu partout. La restauration collective fait aussi de plus en plus de végétal. Vous travaillez beaucoup, vous, avec la restauration. On travaille aussi beaucoup avec la restauration collective, exact. Et puis même, quand on parle autour de nous, aujourd'hui, tout le monde fait attention en fait, à ces sujets-là. Donc moi, je pense qu'il y a une note positive aussi là-dedans, c'est que aussi les choses changent en fait. Les gens prennent conscience de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez eu parfois le sentiment de devoir mettre un frein à votre propre audace finalement ? Alors, de prime abord, non, parce que nous, on a un exemple. On trouvait que nos recettes de bouillon... Alors nous, on fait que des bouillons végétaux. Et donc, on faisait des bouillons de légumes. Et puis, on s'est dit, mais tiens, ça marche super bien avec les légumes. Pourquoi ça ne marcherait pas avec autre chose, notamment des fruits, en se disant que ça nous permettrait d'avoir un produit. Tiens, on voit d'ailleurs un bouillon pomme, rhubarbe, verveine. Ça nous permettrait d'avoir moins de saisonnalité dans nos produits et d'attaquer le marché des boissons. Et donc on s'est lancé, on a créé 8 recettes qui allaient du cacao au cacao noisette en passant par la grenade, c'était une vraie grenadine, un bouillon de poire, un bouillon de pomme, enfin voilà, on en a fait plein. Donc on ne s'est pas vraiment freiné, en revanche le consommateur nous a plutôt freiné sur le résultat. Et parce qu'on avait choisi, en recherche de singularité, on avait choisi de rester sur une appellation bouillon, puisque c'était vraiment... la dénomination parfaite pour la technique qu'on utilisait. En revanche, pour le consommateur, je pense que c'était un peu trop audacieux. Ouais, un bouillon, c'est salé et c'est pas sucré. Voilà. Et pourtant, c'est absolument délicieux. Ouais. Bon, peut-être plus tard pour en revenir à ce que disait Mourad Wali. Emmanuel. On est toujours contraint en fait quand on développe quelque chose. Nous, notamment, on est maître de nos lignes de production. Et forcément, on a plein d'idées dans tous les sens. Le végétal, les légumineuses, on peut les amener à plein d'instants de consommation. Nous, quand même, on se contraint, on se focalise aujourd'hui sur le traiteur végétal et on essaye de faire quelque chose de cohérent par rapport à ce qu'on est capable de faire et puis de pouvoir bien le développer facilement auprès des consommateurs. Aussi sur la matière première, on travaille, comme on le voit sur les images là, avec des agriculteurs. On a créé notre propre filière d'agriculteurs français. Et du coup, ils ne cultivent pas 500 000 produits possibles. Donc, on les a vraiment orientés sur quelques légumineuses. Et voilà, donc soyons audacieux, soyons créatifs, mais dans ce qu'on sait faire. Et par rapport à ça, est-ce que les choix des consommateurs vous ont étonné par rapport aux références que vous proposez sur les goûts, justement, sur lesquels vous misiez et qui n'ont peut-être pas été ceux qui ont fait les meilleurs scores ? Je pense que notre petit panel en interne de dégustateurs de nos recettes, donc nous-mêmes et puis les collègues,
on représente bien quand même le consommateur, parce que souvent les recettes qu'on a bien aimées, là notamment on a sorti récemment un dalle de lentilles, qu'on avait identifié comme une des meilleures recettes qu'on avait fait sur la partie plat cuisiné, ça s'est avéré être la meilleure vente. Donc Bon, on tape plutôt juste. Ouais. On voit là les agriculteurs, c'était un de vos pivots de communication sur les réseaux sociaux, notamment l'année dernière. Là, on vous a vu en télé il y a très 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 peu de temps, la semaine dernière ou un truc comme ça. Exact. À quel point ça aide une stratégie de communication? À quel moment il faut l'activer? Ouais, c'est super important une stratégie de com. Pour revenir sur les agriculteurs, je pense que c'est quelque chose qui était super important pour nous aussi, au-delà de la stratégie de com, par rapport à nos engagements, à comment on voit l'alimentation. Donc pour expliquer un peu ce qu'on a fait, on a créé notre propre filière autour de l'usine d'agriculteurs qui cultivent des légumineuses pour nous. Donc on a fédéré une dizaine d'agriculteurs qui se sont mis à planter des légumineuses pour nous. Et du coup, on a fait, c'est des gens qu'on connaît en plus, qu'on connaît bien, et on a fait une série de vidéos, de films, comme vous voyez là, où on va à la rencontre de ces agriculteurs et où ils expliquent leur quotidien, quels sont leurs enjeux pour eux, pourquoi ils cultivent des légumineuses, pourquoi c'est profitable pour leur sol, et pourquoi c'est intéressant de coopérer avec nous et de créer ce cercle vertueux qu'on essaye de mettre en avant. Donc on a fait une belle campagne de com là-dessus, on a fait des belles vidéos et c'était super important en fait pour aider les gens à comprendre. Aider les gens à comprendre la démarche en fait. Quand ils achètent un produit Arienco, c'est aussi toute cette filière qui soutiennent derrière. Samuel, vous êtes un ancien publicitaire, repenti, je ne sais pas, reconverti en tout cas. Pas repenti. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez comme conviction de ce long parcours Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses, ou peut-être trois. Le premier, c'est l'authenticité et la véracité des produits qu'on fait. J'ai cru entendre une fois en agence la vérité dans le produit. Nous, on a fait d'abord des produits qui étaient bons et délicieux, et ça s'est ressenti dans à peu près toutes les dégustations qu'on a faites. L'autre chose, c'est qu'on avait envie de faire quelque chose qui ait du sens, pas seulement pour nous, mais pour le consommateur. Et j'ai souvenir d'avoir fait de la pub pour une moutarde qui ne se transformait pas à la cuisson, ce qui était une révolution majeure pour le chef de produit qui nous avait présenté le projet. Je pense que pour la plupart des Français, ils mettaient de la moutarde dans leur lapin à la moutarde et ça se passait très bien. Et donc ça m'avait marqué en me disant, mais en fait, ça n'apporte rien. Nous, en l'occurrence, on s'est dit, ce produit n'existe pas, on en a besoin nous, et puis les gens qu'on connaît, et donc on va le faire. Et puis la dernière chose, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est la singularité, c'est essayer on doit à tout prix, nous, on n'est pas maître de notre distribution, donc on doit à tout prix sortir des rayons. Donc à la fois dans les packaging qu'on a choisis, qu'on a designés, et puis ensuite dans les supports de communication, que ce soit en trade, on a mis des petites collerettes. On a essayé d'être singulier pour transmettre quelque chose à chaque fois qu'on touchait un consommateur, que ce soit sur notre site, sur Instagram, ou en rayon. Tous les points de contact. Tous les points de contact, on essayait d'être le plus, pas original, mais vraiment de transmettre ce qu'on était. Singulier. Voilà, ouais, okay. Exactement. Emmanuel, ce serait le conseil que vous donneriez à un jeune entrepreneur, jeune dans le sens... bon bref, soyez singulier. Bien sûr, ouais, soyez singulier et engagé. Je pense que, encore une fois, les marques de demain à succès seront les marques engagées. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce Merci matin. À vous.